Et on va clôturer notre journée avec notre ami professeur Vala qui va nous parler de l'évolution de l'hépatologie en 50 ans. Alors, le premier message, c'est que vous avez gagné des enseignants absolument extraordinaires. Hein. En 50 ans, là, vous avez des enseignants, les deux qui viennent de partir, là, ils sont quand même assez trapus. Hein. Bravo. Hein. Franchement. Alors, pourquoi parler de l'évolution de l'hépatologie? Bon, bah, évidemment, il y a la nostalgie hein, qui compte, mais pour les plus jeunes, ça ne va pas leur faire grand-chose. Finalement, mon principal message, en vous récapitulant, en essayant de vous récapituler tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies, c'est de vous dire qu'évidemment, il va se passer la même chose maintenant. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Les promesses de l'aube » ou « La promesse de l'aube », c'est le titre d'un roman de Romain Gary. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça, dire tout ce qu'on a réussi à faire, eh ben voilà, c'est maintenant on est encore en train d'en faire plus. On a parlé là de ces médicaments qui initialement étaient pour le diabète, puis maintenant on les donne parce qu'on a mal au nez ou je sais pas quoi. Enfin, c'est formidable, quoi. Alors, pourquoi prendre 50 ans pour raconter un peu ce que j'ai connu, ce dont j'ai été le témoin? C'est que j'ai eu la chance, entre 1971 et 1972, d'arriver comme stagiaire et de passer un an dans le service de Jacques Caroli, qui m'a donné un premier contact, évidemment, assez intense avec les pathologies. Puis ensuite, j'ai eu la chance, dans les années 76-78, d'aller passer plus de 2 ans et demi au Canada, au centre de recherche et dans le service des pathologies de l'hôpital Saint-Luc à Montréal, qui était alors dirigé par André Vialet, une personne extraordinaire qui malheureusement est décédée très précocement. Le gradient de pression hépatique est égal à la veine porte, c'est lui, par exemple, pour vous dire le niveau de ces gens-là. Et donc j'ai eu la chance d'être résident là-bas, ce qui fait que 1975, je peux le prendre comme une date moyenne pour dire ce à quoi j'ai pu assister finalement de la façon dont on prenait en charge nos patients. Alors en 1975, ce dont on disposait, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui pourront s'y reconnaître. Bon, on avait les tests sanguins, hein, ils étaient bien implantés. On avait la scintigraphie hépatique qui a complètement disparu, mais qui était très utile. On avait ce qu'on a appelé après la clairance des xénobiotiques, c'est-à-dire en fait c'était l'élimination de l'ICG et de la BSP qui sont éliminés par des transporteurs biliaires et qui donc avaient un grand intérêt physiologique pour étudier le métabolisme des acides biliaires, de la bilirubine, et on s'en servait pour évaluer la fonction hépatique, pour mesurer le débit sanguin hépatique, etc. On avait tout ce dont on dispose actuellement de l'hémodynamique hépatique. On pouvait aborder le système hépatique soit par la veine jugulaire, mais on le faisait aussi par la veine ombilicale, et c'était une spécialité de l'hôpital Saint-Luc à Montréal, et on allait là directement dans la veine porte, donc on n'avait pas une estimation de la pression portale, on avait la pression portale. On avait évidemment depuis très longtemps la biopsie hépatique, et puis on avait la laparoscopie. La laparoscopie, dans les années 70, après une extension considérable, les hépatologues, ils avaient la main sur le laparoscope en permanence, et puis voilà, on faisait la visite, et puis on faisait une laparoscopie au cours de la visite, puis après on allait reprendre la visite. Et j'ai connu ça. Et c'était, on voyait le foie, quoi, quand même. On faisait les biopsies, on n'avait pas peur du saignement parce qu'on le voyait et puis qu'on pouvait appuyer dessus. Voilà, et tout ça nous a été... Enfin, on a perdu tout ça, on va dire. Il y avait déjà la cholangiographie rétrograde, elle venait de s'implanter, ça a été un progrès absolument formidable pour identifier évidemment la cause des ictères. C'était tout récent. C'était le développement de l'endoscopie digestive haute, on savait déjà... faire pas mal de choses. Alors là, quand je dis de l'endoscopie, c'est de la fibroscopie. C'est le développement de la fibroscopie, parce que l'endoscopie, c'était encore avant.
Et puis l'angiographie était là, l'angiographie hépatique, l'angiographie abdominale. On savait voir la veine porte sur un retour d'artériographie. On avait des très belles images. Et puis, une partie du boulot des internes à l'époque, c'était de faire des cholangiographies percutanées à l'aiguille de Shiba. Une aiguille, vous la voyez à peine, hein. Puis on enfonçait ça dans le foie, puis on attendait de pacifier des voies biliaires, et ça donnait des très belles images des voies biliaires. Alors, sur le plan plus sanguin, on avait l'électrophorèse des protéines plasmatiques, dont on tirait un nombre d'informations absolument considérable avant le dosage pondéral des immunoglobulines. On dosait l'albumine, évidemment. Et puis, l'antigène Australia était apparu pas très longtemps avant, hein, 1969, par là. On avait ce test. Les auto-anticorps venaient de se développer, donc tous les Anglais avaient mis au point les antimitochondries, tout ça on savait, on connaissait. Et on venait de mettre au point de trouver les anticorps contre le virus A. C'est-à-dire que, comme on avait l'antigène Australia et des anticorps contre le virus A, le même jour où on a eu le test contre le virus A, on a eu le diagnostic de non-1non B. Et donc, la non-1non B a commencé à ce moment-là. On avait le cuivre urinaire, le cuivre sanguin, le cuivre hépatique, la maladie de Wilson, tout ça c'était parfaitement connu, l'anneau de Kaiser. On avait le fer sérique, on savait mesurer le fer hépatique, tout ça c'était bien compris, bien connu, et on avait la saturation de la transférine. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait diagnostiquer? À l'époque, les grosses tumeurs du foie, les cirrhoses bien symptomatiques, ça posait pas beaucoup de problèmes, l'hypertension portale symptomatique, on savait parfaitement reconnaître, les troubles du métabolisme de la bilirubine ont été très forts, très forts pour identifier Gilbert, Dubin-Johnson, Rotor, tout ça on savait faire. Les ictères obstructifs et ses causes, quand on pouvait utiliser la cholangiographie rétrograde ou la cholangiographie percutanée, les calculs biliaires. Vous voyez que sur les voies biliaires, c'était pas si mal déjà à l'époque. Et puis, évidemment, l'alcool, les maladies auto-immunes, l'hépatite B, l'hépatite A. J'ai parlé de la non-1non B, la cholangite sclérosante primitive, on savait déjà aussi. Le syndrome de Budd-Chiari, on pouvait diagnostiquer certains syndromes de Budd-Chiari. La thrombose de la veine porte, je vous rappelle qu'on avait l'angiographie, on n'avait pas l'échographie, mais on avait quand même l'angiographie qui permettait de faire ce diagnostic. Et puis la surcharge en fer, la maladie de Wilson. Voilà, donc on n'était pas complètement dépourvu, mais enfin, quand on regarde ce qu'on ne savait pas, ça devient quand même un peu plus impressionnant. On ne savait pas tout ce qui concerne la maladie métabolique dont on a parlé. On savait que les diabétiques, ils avaient le foie gras, qu'ils avaient les transaminases, ça, probablement, on le savait. Bon, enfin, voilà, c'est tout, hein. On ne connaissait pas le syndrome métabolique, ça n'existait pas comme entité. Voilà, rien de tout ça n'était connu et on passait largement à côté. On ne savait pas l'hépatite C, on ne savait pas l'hépatite D, on ne savait pas l'hépatite E, ou si on le savait, on n'avait pas des tests pour faire le diagnostic, c'était des diagnostics probabilistes, on ne connaissait pas la maladie à IgG4, les cholangiopathies un peu bizarres, et les surcharges en fer autres que l'hémochromatose des Bretons. Voilà, c'était en gros tout ce qu'on savait faire. On ne connaissait pas les cofacteurs d'atteinte hépatique, en particulier le rôle du syndrome métabolique, éventuellement de certains déficits en alpha-antitrypsine. Enfin, rien de tout ça n'était connu. Il y avait de nombreuses tumeurs du foie qu'on ne connaissait pas, dont on ne savait pas faire le diagnostic. Et puis, pour les défaillances d'organes, on était quand même beaucoup moins bon qu'on ne l'est actuellement, aussi bien sur le plan respiratoire, circulatoire, rénal. Qu'est-ce qu'on avait pour traiter les gens? On avait la sonde de Blackmore, hein, la sonde de tamponnement œsophagien, puis la sonde de Linton. On avait la vasopressine déjà, et on avait les anastomoses portocaphes. C'était le temps de la chirurgie, de l'hypertension portale, des anastomoses portocaphes que les chirurgiens faisaient pour un oui ou pour un non. On avait la néomycine pour l'encéphalopathie. Bon, l'acide, on avait pas mal de moyens, diurétique, plasma. On avait la concentration reperfusion de l'acide, c'était quelque chose qui, entre autres, s'était développé à Saint-Antoine. Et puis la valve péritonéo-jugulaire qu'on appelait la valve de Levin. Enfin, il y avait d'autres systèmes.
et qu'on a aussi bien utilisé. Et puis à Beaujon s'est développé, Lorta Jacob a fait la première hépatectomie droite, et après, ben voilà, les chirurgiens s'étaient mis à faire des hépatectomies, donc on pouvait quand même traiter, et l'embolisation artérielle existait également. La maladie auto-immune du foie, dont on a parlé tout à l'heure, les traitements n'ont pas beaucoup changé par rapport à cette époque-là, puisqu'ils ont été mis au point à cette époque-là. On avait les saignées pour traiter l'hémochromatose et la dépénicillamine pour la maladie de Wilson, et puis la triantine est arrivée assez rapidement. On n'était pas nuls, on avait quand même de quoi. Ça commençait à pouvoir attirer un peu les gens, les pathologies. Mais enfin, les infections qu'on pouvait guérir, il n'y en avait pas beaucoup. L'hypertension portale, quand le malade ne mourait pas sur la table, et quand il développait pas une encéphalopathie terrible, dont j'ai malheureusement vu beaucoup d'exemples qui m'ont rendu extrêmement résistant vis-à-vis le fait de changer le circuit normal, qui n'est pas que la veine porte arrive directement dans la veine cave. Les tumeurs bénignes limitées, alors vraiment très très limitées, hein, les lithiases biliaires, oui, les petits cancers, oui, mais enfin c'était quand même peu de patients au bout du compte. Et puis on savait traiter, comme je l'ai dit, les maladies chroniques, maladie de Wilson, l'hémochromatose. Quand on en avait fait le diagnostic, c'est quand même pas mal, hein, on se débrouillait bien. On savait retirer les médicaments toxiques, le retrait de l'alcool, on était nuls. Et on était tellement nuls qu'on n'était même pas convaincus. Non, mais on partait battu, si vous voulez. On se donnait pas les moyens de vraiment s'accrocher, aider les gens, les accompagner. Comme la dictologie n'était pas développée à cette époque-là comme elle s'est développée maintenant. Et l'acide, oui, on savait, mais enfin bon. Par contre, on savait regarder les gens. Alors ça, on était très fort pour les regarder. Alors regarder guérir une hépatite aiguë, on était très fort. Vraiment, on était très bon. Enfin, globalement, quand même, les hépatologues, on nous appelait les fossoyeurs. Voilà, ça c'était la réputation qu'on avait, et voilà. Et puis malgré tout, ben bon. Alors je voudrais prendre une métaphore pour revoir, enfin, la perspective de ce développement de l'hépatologie depuis 1975. Et la métaphore, c'est la défense, que vous connaissez tous à Paris. Vous voyez que en 1975, la défense, elle existait, mais enfin, elle existait à peine. On reconnaît le CNIT. Il commençait à se construire des trucs autour, mais enfin, fondamentalement, c'était des bidonvilles, hein, autour. Et puis, évidemment, vous voyez le changement par rapport à maintenant. Finalement, là, on voit tout ce qui a changé. Et c'est pareil en hépatologie par rapport à ce que je vous ai raconté. Vous avez vu tout ce qui a changé, c'est énorme tout ce qu'on sait faire maintenant par rapport à avant. Donc, je voudrais juste dire un mot, peut-être pour les plus vieux, de ce qui a précédé, parce que finalement, tout ça n'est pas arrivé de rien. Et par exemple, pour la défense, vous voyez ici, c'est 1955, et ça, c'est 1958. Le rond-point de la défense, voilà, c'est ça. C'est avant qu'on construise le CNIT, et le CNIT est construit en 1958. Et puis après, tout va s'enchaîner. Donc, avant 1975, ben oui, il y avait eu déjà des choses de faites, et c'est évidemment la même chose en hépatologie. Et là, c'est peut-être des noms qui vous parleront pas plus que ça, parce que la salle est quand même malgré tout relativement jeune. Mais là, ici, vous avez ces noms-là, c'est des gens qui ont fondé l'Association américaine pour l'étude du foie, la ASLD, en 1948-1950, principalement autour de Hans Popper. En France, Jacques Caroli faisait cavalier un peu seul à l'époque, hein, mais enfin, il avait introduit les pathologies, développé les pathologies d'une façon qui est peut-être un peu sous-estimée. Vous voyez ici chez la Sherlock, plus jeune, mais malgré tout déjà, franchement, c'est une étoile cette femme-là. Hein. Déjà, elle était tellement influente qu'elle faisait partie du petit groupe de gens, vous voyez, beaucoup plus vieux qu'elle, qui a fondé l'association américaine. C'est une femme, elle était plus jeune, elle était même pas américaine, elle était anglaise. Mais quand même, bon. Mais ces gens-là étaient, je pense, très, très, très ouverts. Et puis après,
je voudrais vous dire les noms des grands leaders américains que j'ai la chance d'avoir connus pour la plupart et que je trouve fantastiques. Telfer Reynolds, Rudy Schmidt, Harold Cohn, Bill Summerskill, là lui je l'ai à peine connu, Kamal Ishak et Alan Hoffman, c'est des gens qu'on voyait dans les congrès, c'est des gens à qui on pouvait parler et c'était des gens qui ont fait terriblement avancer notre spécialité. Puis après, vous allez reconnaître des noms plus connus parce que c'est des Européens, peut-être que vous êtes plus en contact, encore que c'est pas sûr, avec les Européens. Et là, c'est tous les chefs de file européens, vous voyez qu'ils sont tous nés à peu près dans la même période, sauf Sheila qui, pour le coup, avait pris un coup de vieux. Et voilà, et c'est ces gens-là qui ont été chefs de file, chacun dans un pays, hein, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse. Enfin voilà, et tous ces gens ont le même âge, ils sont tous ensemble et ils fondent le ASL. Ils fondent le ASL et ils vont développer donc cette activité académique autour du foie. Et ils sont accompagnés rapidement par leurs premiers élèves, vous voyez, qui sont nés dans les années entre 38 et 48. Alors là, je pense que vous connaissez tous les noms qui sont là. C'est tous les gens qui ont fondé les données, qui ont établi, rassemblé les données sur lesquelles on base actuellement encore nos recommandations, notre activité, notre enseignement. Alors juste pour terminer et passer un peu en revue la façon dont les choses sont arrivées, j'ai pu me rappeler, parce que c'est assez difficile de dire quand est-ce que c'est arrivé ce truc-là. Moi j'ai la chance d'avoir changé beaucoup de crèmeries, donc en 80 je suis arrivé à Beaujon, et là je me rappelle parfaitement, c'est la Nash qui débarque. J'arrivais pratiquement du Canada, ou presque. Il débarque la Nash, on ne connaissait pas. L'échographie prend un développement considérable. Le Doppler arrive, le scanner abdominal et la ferritine. Voilà. C'est quand même des progrès fantastiques. Aujourd'hui, on n'y pense même pas. Le vaccin de l'hépatite B, alors ça a été le tournant des années 80. C'est vraiment là qu'on a commencé à dire les hépatologues commencent à se débrouiller. Bon, le propranolol, la sclérose endoscopique, la TH, et puis l'acide urso, tout ça, c'est le tournant des années 80. Et puis, au tournant des années 90, à ce moment-là, je suis à la Pitié, donc c'est pareil, j'ai quelques souvenirs plus précis de qu'est-ce qu'on faisait à la Pitié qu'on faisait pas à Beaujon. Il y a l'hépatite C, c'est certain, qui arrive à ce moment-là. L'IRM, la cholangio-IRM et le fibroscan. Le fibroscan arrive à ce moment-là, mais enfin, c'était vraiment le tout début. Et on commence à avoir des médicaments très sérieux, les analogues nucléosidiques, l'interféron, les perfusions d'albumine pour la CIT, le TIPS pour les traitements interventionnels, la chimioembolisation des tumeurs et l'alcoolisation des tumeurs. Donc là, on commence à être un peu moins fossoyeur, en tout cas un peu moins contemplatif. Et c'est la période où je reviens à Beaujon. Et donc, voilà, ici, vous avez peut-être que vous reconnaîtrez quelques personnes. Ici, c'est Monsieur Benamou, là, c'est Serge Arlinger, ici, c'est Dominique Pesser, là, c'est Didier Lebrec, Patrick Marcelin, ça, c'est Bibi, et puis il y en a plein d'autres que je vois mal, mais que je pourrais citer. Et voilà, c'est aussi des noms peut-être qui vous parlent, des gens qui sont venus ici. Comment? Ah, voilà, vous me reconnaissez pas, hein? Non, je me suis beaucoup amélioré depuis. Je crois que je suis là. Ah non, mais je me déteste. En tout cas. Et là, donc quand je reviens à Beaujon, les trucs qui arrivent et qui nous ont vraiment aidés, c'est tout ce qui est génotypage, hein, toutes ces études génétiques qui nous ont permis de vraiment découper dans les maladies, mieux les comprendre, mieux les individualiser, mieux les classer. Les tests combinatoires de fibrose, hein, dont on a entendu parler, ça date aussi de la même époque. Et puis, de nouveau, les analogues nucléosidiques contre l'hépatite B, l'interféron alpha et la ribavirine, les traitements ciblés du cancer qui arrivent à ce moment-là, et puis les inhibiteurs du checkpoint immunitaire. Et puis plus tard, voilà, il arrive plein de choses. Alors, est-ce que ça fait des tournants aussi importants que ce qu'on a connu avant? Je ne suis pas sûr. Enfin, pour moi, peut-être pas.
mais ça nous a quand même vachement aidé. Les agents de contraste spécifiques des hépatocytes pour l'IRM, les agents de contraste échographiques, puis alors si, je peux pas dire ça. Avec les antiviraux directs contre l'hépatite C, là c'est la révolution. Les traitements ciblés du CHC, mais cette fois-ci par voie orale, et puis toujours les inhibiteurs du point de contrôle. Donc on voit qu'on a quand même au cours des années accumulé des moyens, des connaissances certes, mais aussi des moyens, aussi bien pour le diagnostic que pour le traitement. Et je pense que j'ai vu naître et mourir une maladie. C'est l'hépatite non B qui s'est transformée en C. Quand je suis parti à la retraite, il n'y avait plus aucun malade qui n'était pas guéri. Et je me demande si j'ai pas vu naître, ça c'est sûr, la MASLD, enfin, je sais plus comment faut l'appeler, mais la maladie du foie gras. Et je me demande si on va pas la voir mourir, parce que le développement des médicaments dont le professeur Tahiri a parlé tout à l'heure est quand même assez impressionnant. Et on voit bien aussi que les gens se retiennent, hein. Mais bon, que vraiment, on pourrait imaginer que c'est une maladie qui, en tant que facteur de cirrhose amenant à la greffe, au cancer et tout ça, peut-être avant de disparaître de ce monde, je pourrais voir qu'il n'y a plus. Dernier point. Je ne sais pas si vous avez peut-être, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez senti à quel point il y a une coopération internationale en hépatologie, avec vraiment des associations qui se sont créées au fil du temps et qui ont pris énormément d'importance. Et puis des sous-groupes, hein, le CLIF pour la cirrhose, Valdig pour les maladies vasculaires, etc., etc. Tout un tas de groupes internationaux qui se sont créés et qui sont extrêmement actifs. Aussi les amitiés, et là j'ai listé tout à l'heure un certain nombre de gens, tous ces gens ont développé des liens d'amitié, quelquefois des liens d'inimitié, c'est très rare, mais ça peut arriver. En tout cas des liens d'amitié, mais toujours couplés à l'émulation, et c'est très important. L'émulation, c'est à mon avis extrêmement important pour nous faire avancer dans de bonnes conditions. Et puis enfin, c'est vraiment ma dernière diapo. Je pense que c'est fini, mais je suis pas sûr qu'on mesure à quel point tout ce qu'on doit à la vision qu'avaient eu ces personnes, Caroli en haut, Benhamou en dessous, Williams encore en dessous et Rhodes en bas, en disant, moi je veux que mes locaux de recherche soient à côté des salles où sont hospitalisés mes malades et que tout ça ce soit à côté de la réanimation et du cathé, de la biopsie, tout pareil, tout au même endroit, tout au même niveau. Et c'était pas de l'impérialisme. C'était juste de dire, il faut qu'on puisse communiquer, et je pense que tous l'ont fait, et évidemment, vous comprenez qu'ils ont été extrêmement productifs. Je pense pas que les Américains aient été aussi productifs que les Européens. Voilà, je vous remercie de votre attention.